Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Anews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous recevons Gauthier Chatelus, qui est directeur adjoint infrastructure et mobilité au sein de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Bonjour Gauthier. Bonjour Yves. Alors, avec lequel nous allons aborder un sujet spécifique qui est celui des IRVE. Alors cet acronyme, c'est quoi? Ce sont les infrastructures de recharge des véhicules électriques qui varient en fonction de leur type, leur puissance, le lieu où elles sont implantées et pour quel type d'utilisateur et à quel coût. Donc c'est un sujet qui apparemment n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais avant cela, on va quand même démarrer par une petite séquence identité. Alors Gauthier Chatelus, qui est Gauthier Chatelus? A priori, vous êtes spécialiste, d'après votre profil LinkedIn, en matière d'infrastructures et services publics, tant en France qu'à l'étranger. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bonjour Yves et merci de me recevoir. Donc oui, j'ai une carrière, moi, j'ai fait l'école polytechnique, le corps des ponts, et commencé ma carrière dans la fonction publique au sein du ministère de l'équipement, puis à l'époque ça s'appelait comme ça, c'est mieux l'écologie. Et puis et à Bercy aussi pour travailler sur les grands systèmes d'infrastructure et les investissements publics dans ce domaine en France. Puis pour la compagnie Total sur des grandes infrastructures énergétiques à l'international, notamment dans le gaz et l'électricité. Et depuis 2009, je travaille au sein du groupe Caisse des dépôts comme investisseur dans le déploiement des grandes infrastructures énergétiques et maintenant essentiellement de transport pour équiper la France pour une mobilité plus durable et je dirais avec une accessibilité pour tous à cette mobilité. Alors on peut peut-être rappeler, on connaît le nom de la Caisse des dépôts, mais on ne sait pas où elle est. Et donc la Banque des territoires, qui est sa filiale ou pas, je ne sais pas, nous dire un petit peu comment les deux s'articulent et ce que font les deux. Alors la Caisse des dépôts, moi j'aime bien dire que c'est à la fois un fonds souverain, c'est-à-dire on lui confie de l'argent public qu'il doit bien placer, mais aussi une banque de développement pour la France, c'est-à-dire on doit le placer pour l'intérêt général et le développement de la France et aujourd'hui au service de la transition énergétique. Et au sein on a une direction de la Caisse des dépôts qui est la Banque des territoires qui va s'occuper de tout ce qui va être investissement, prêt, injection d'argent dans l'économie, directement dans les projets dans les territoires, à toutes les échelles et dédiés à la France. Y compris de la participation dans des entreprises, ou la création d'entreprises ou pas? Alors, on est essentiellement dans les projets, c'est-à-dire au sein de la Caisse des dépôts, on a quelques grandes participations qu'on détient en direct comme Transdev, qui sont des participations stratégiques. On a la BPI, qui est détenue à 50%, qui est dans le groupe, qui va avant tout accompagner les entreprises privées. Et puis nous, on va investir essentiellement dans les projets. Alors parfois, pour développer des projets, on accompagne un développeur ou un opérateur de services de mobilité, parce que c'est lui qui développe directement les projets dans le territoire. Mais on va surtout se concentrer sur investir dans des infrastructures, que ce soit du transport longue distance, comme le rail ou les ports, mais du tramway, mais aussi les réseaux de bornes de recharge électrique, des flottes de véhicules. Donc tout ce qui va permettre de développer une mobilité plus propre, plus décarbonée au service de tous les territoires. On ne va pas se focaliser que sur les grandes villes ou les grandes régions. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous voir pour parler des infrastructures de recharge. Donc les énergies pour les mobilités en général sont en pleine mutation. On parle de plein de choses. On parle de électricité, hydrogène, etc. Aujourd'hui, on est sur donc l'électricité et les IRVE. Donc pourquoi plus particulièrement les IRV aujourd'hui? Parce que c'est d'actualité, parce que ça se développe de manière comme ça en tant que béotien, de manière un peu hétéroclite, c'est-à-dire qu'on essaye de saupoudrer un peu partout pour qu'il y en ait partout, où il y a un vrai, puisque vous êtes à l'origine des projets et des infrastructures. Je pense que vous avez une vision un peu plus systémique. Donc, est-ce que ça fait partie des axes de développement nécessaires pour développer la mobilité décarbonée, en fait? Pour une mobilité décarbonée au service de tous, il y a pas mal d'actions qui doivent être faites. En premier lieu, du transfert modal,
Ça peut être aussi essayer de mieux optimiser l'usage des véhicules, comme le covoiturage, par exemple. Avoir un véhicule thermique avec une seule personne dedans qui roule, c'est pas du tout optimal. Donc on investit dans toutes ces différentes étapes. Et puis la voiture reste aujourd'hui, la voiture et je dirais la route en général, aussi le camion reste un vecteur essentiel. Et même si on arrive à faire beaucoup de transfert modal, il restera très très présent. Et donc il faut absolument verdir, décarboner plutôt, d'ailleurs je préfère ce terme décarboner, les motorisations de ces véhicules routiers. Alors on le fait aussi d'ailleurs sur des bateaux et sur éventuellement même un peu d'avions électriques, même si c'est encore extrêmement ténu et tout petit. Mais voilà, le grand sujet du moment, c'est comment on peut passer à des énergies renouvelables, décarbonées pour les véhicules. On est un peu agnostique entre le biogaz, l'hydrogène ou la batterie, sachant qu'aujourd'hui, la technologie veut que ça soit avant tout l'électrique qui ait besoin de beaucoup d'investissements, qui soit mûr pour accélérer très fortement. Donc, on s'associe aussi aux politiques publiques. Aujourd'hui, il y a un clair choix qui a été fait depuis 2020 sur la promotion du véhicule électrique, la sortie du véhicule thermique et essentiellement vers le véhicule électrique. Donc, voilà, il faut pouvoir accompagner et investir. Ça demande des gros investissements. Et qui dit véhicule électrique dit à la fois financer les véhicules, et il y a des aides. Et nous, on a aussi mis on essaye de créer des sociétés de location longue durée, de financer des flottes de véhicules électriques. Et puis, il y a surtout aussi déployer les bornes de recharge, parce qu'on change complètement de paradigme, de la manière de faire un plein. Et donc, c'est des investissements importants de différentes natures, on va y revenir. Alors, nous, on n'est pas promoteur des projets, on est, sauf exception, on est là pour investir aux côtés d'opérateurs privés ou publics qui, eux-mêmes, sont les opérateurs, ont la connaissance technique, la capacité à faire. Et on est là vraiment pour déployer des investissements à leur côté, pour permettre d'accélérer le déploiement des bornes et pouvoir avoir un réseau qui permette le déploiement de la mobilité électrique. Alors aujourd'hui, en matière d'infrastructures de recharge électrique, il y a beaucoup d'acteurs. C'est d'ailleurs un secteur qui commence à se concentrer un peu. On voit des rachats, des gens qui se marient. Mais bon, il en faut chez le particulier, il en faut dans les parkings des entreprises, il en faut sur les parking des supermarchés, il en faut le long des autoroutes, il en faut... On a l'impression qu'on est parti dans un... En fait, ce que je disais tout à l'heure, on saupoudre un petit peu partout pour essayer de couvrir au maximum, mais est-ce que ça reste la bonne solution? Il faut prendre du recul et réfléchir un peu plus et dire c'est quoi les usages, où est-ce que ça se développe. Je crois qu'on l'évoquait à un moment donné, que dans le sud de la France, pendant les vacances, il faut pouvoir recharger tous les gens qui remontent et qui descendent. Voilà, effectivement, mais il y a beaucoup de manières de se recharger qui correspondent à différents usages, et aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. On est au tout début, on a quoi, un parc qui doit être entre 2 et 3% des véhicules électriques. Ce ne sera pas forcément la même chose quand on aura beaucoup de véhicules. On a des nouvelles générations beaucoup plus compétitives qui arrivent sur le marché en 2024-2025, donc ça va continuer à s'accélérer très fortement. Et bon, les enjeux, aujourd'hui, on n'est pas sûr de tous les usages. Puis le véhicule d'aujourd'hui, en termes de puissance de recharge, d'autonomie, pas forcément celui de demain. Il y a une variation d'usage. Le premier endroit, la première promesse, c'est pouvoir se recharger en résidentiel chez soi. C'est quand même partout où c'est possible, l'endroit où on peut se recharger pour le moins cher, de la façon la plus pratique, qui fait qu'on passe quasiment plus jamais à la pompe ou à la station-service, parce qu'on aura pu se recharger chez soi pour ces trajets du quotidien, etc. Donc c'est le premier effort à faire, c'est pouvoir équiper. Alors c'est facile quand c'est dans des maisons, c'est beaucoup plus compliqué sur des parkings résidentiels collectifs, parce que ça demande un équipement du parking et savoir qui peut payer, etc. Donc il faut mettre des outils en place pour ça. Et puis suivre le process de la copropriété. Et puis il ne faudra pas oublier les gens qui n'ont pas de parking du tout. Donc soit il va falloir qu'ils louent des parkings, soit trouver des solutions d'une recharge résidentielle, pas chère, et ça c'est un enjeu devant nous. Et puis collectivement, ensuite, il y a à l'autre extrême, sur les grands itinéraires, les vacances, mais ça arrive une fois de temps en temps, c'est assez rare. On peut aussi prendre le train et louer une voiture sur place, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut faire et ce qui est le plus facile. Donc il va pouvoir équiper les autoroutes. Donc là, c'est l'État qui a fait lancer des appels d'offres. Et aujourd'hui, la plupart des stations-service sur autoroute sont équipées.
Et puis, il va falloir pouvoir continuer à densifier rapidement pour suivre la montée en charge des véhicules avec des sujets devant nous qui sont, au bout d'un moment, est-ce qu'on sera capable de continuer à densifier, de mettre 50 ou 100 places de parking équipées de bornes de recharge sur les plus grosses aires. Et à la fois des questions électriques, des questions de foncier, etc. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire la recharge, quand j'ai besoin, j'arrive dans une ville où je suis en vacances, comment je vais me recharger, donc sur des parkings d'hôtels, sur des parkings je dirais, de supermarchés qui se développent pas mal. Est-ce que c'est la recharge rapide, semi-lente? On peut recharger très vite, faire un plan en une demi-heure, faire un plan en 2 heures. Ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas la même manière de l'appréhender. Et puis, il y a tout ce que les villes font, ou les régions ou les départements, pour équiper l'ensemble du territoire, parce qu'il y aura des zones moins équipées que d'autres, parce que moins rentables, parce que les acteurs privés ne vont pas dessus, parce que le foncier est difficile à équiper. Donc, on a toute une variété d'endroits. Il y a aussi, au sein des entreprises, il faut pouvoir équiper les entreprises parce qu'aujourd'hui, on a du retard sur les véhicules d'entreprise, mais c'est compliqué parfois d'aller équiper les parkings d'entreprise quand on est en copropriété, quand on est sur un bail pas très long. Comment on va investir pour pouvoir recharger ces véhicules? Et après, je pense qu'il y a un sujet économique pour les entreprises parce que pour leur parc de véhicules, ils ont sacro-saint principe qui est le TCO. Et on se rend compte que aujourd'hui, la valeur résiduelle d'un véhicule électrique n'est pas encore très élevée ou plutôt incertaine et qu'aujourd'hui, ils sont plutôt sur de l'essence ou de l'hybride rechargeable que de l'électrique. Quand on regarde les statistiques, les véhicules électriques, ce sont plus les particuliers encore qui les immatriculent que les entreprises. Il paraît... Alors les brides rechargeables d'expérience, c'est une mauvaise solution. C'était plutôt par peur sur l'autonomie, sur les usages, parce que les employés ont peur d'avoir un véhicule qui n'a pas toute l'autonomie, parce qu'on ne sait pas comment le recharger. Mais fondamentalement, tous les gens, aujourd'hui, la plupart des gens qui gèrent une flotte hybride ont plus de coûts d'essence qu'ils n'en avaient avant parce qu'ils n'ont pas fait les solutions optimales de recharge. Donc effectivement, le passage à la recharge, ça demande de s'équiper, d'équiper éventuellement les employés qui ramènent les voitures chez eux aussi en borne. Donc c'est pour ça que les bornes sont super importantes. Derrière, une fois qu'on a ces conditions et qu'on est dans des zones où on peut se recharger pour pas très cher, c'est cher, c'est quand même beaucoup moins cher que l'essence. On a quand même, pour un usage régulier de véhicules de fonction de service, un TCO tout à fait compétitif, avec des valeurs résiduelles qui commencent à se stabiliser. On aura besoin de beaucoup de véhicules d'occasion électrique. Il n'y en a pas. Donc, même s'ils sont un peu moins performants que le véhicule neuf, on a quand même besoin d'avoir des véhicules électriques. Donc, voilà, il y a une force de conviction sur l'usage, avant même le TCO, de se dire, bah oui, et puis effectivement, le véhicule de fonction, il n'est pas forcément fait pour partir en vacances très loin pour les employés, mais avant tout pour fonctionner pour le boulot, et tant pis s'ils doivent se recharger tous les 400 km. Alors, vous disiez que vous êtes plutôt un accompagnateur de projets, mais quand vous campez le décor, finalement, vous le campez, pour moi, assez bien. Est-ce qu'on vous écoute là-dessus? Est-ce que vous intervenez ou vous accompagnez juste? Ou est-ce que vous dites, attendez, nous, voilà, on investit là, et il me semble qu'il vaudrait mieux... Est-ce que vous avez pas un pouvoir de décision, mais faire du conseil quelque part en disant, nous, on va accompagner, on ne fait pas qu'accompagner, voilà, on réfléchit aussi et on pense que c'est plutôt là ou là qu'il faudrait mettre l'accent? Ça, c'est difficile à faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux. Vis-à-vis des collectivités territoriales, on a cofinancé beaucoup de schémas directeurs des collectivités territoriales pour qu'elles aient justement cette vision un peu générique sur leur territoire de où est-ce qu'il y a des besoins par rapport à ce que développe le privé, ce qu'elles peuvent faire elles en direct et comment elles vont le faire. Et ça, c'est un accompagnement très amont. Ensuite, on a fait des analyses de marché, par exemple sur le parking résidentiel. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai manque. Et là, on a créé une filiale à 100% qui s'appelle Logivolt, qui va investir dans l'infrastructure collective qui permet que qui soit, j'aime pas l'anglicisme, mais il parle bien, c'est le ready to plug. C'est-à-dire, quand j'ai besoin, une fois que cette infrastructure a été créée et financée, dès que j'en ai besoin, l'opérateur vient brancher la borne et le lendemain, j'ai ma borne disponible. Alors ça prend un peu de temps à créer cette infrastructure parce que les délais sont longs. C'est du pré-équipement. Oui. C'est du pré-équipement et nous, on préfinance et puis on se fait payer au fur et à mesure que les gens rentrent dedans. Donc là, c'était un produit où il y avait très peu de solutions. Il y avait un peu de solutions, mais assez peu disponibles. On est en train de faire la même chose pour le logement social. Là, il y avait une vraie carence et il y avait un besoin sans doute d'accompagner des acteurs. De provoquer plutôt un déclic pour pouvoir accélérer vraiment dans ce domaine.
Sur ce qui est plus, je dirais, sur la voirie, on a plutôt une approche de dire on va prendre des risques, sur les IRVE, je dirais, le réseau public, d'accès au public, on a des grosses questions de savoir comment ils vont être fréquentés et quel est le modèle économique. Est-ce qu'une borne de recharge rapide, il y a beaucoup de monde ou pas qui va être dessus, avec un modèle où au début on sait qu'il y aura peu de monde parce qu'il y a peu de voitures, puis après quand ça va augmenter, est-ce qu'il y aura de la concurrence ou pas, jusqu'à quel niveau, quels seront les prix acceptables. Et donc là, on va investir dans les réseaux développés par des opérateurs à leur côté. Donc eux sont plus à même de faire leur modèle, de prendre leurs risques, de dire voilà, et nous on co-investit dans les assets. Donc ils les opèrent, nous on met l'argent pour correspondre aux installations et ensuite on prend le risque de fréquentation sur ces... et on travaille avec pas mal d'opérateurs différents de façon à pouvoir vraiment accompagner l'ensemble de la filière avec une filière qui est pour beaucoup très jeune. Il y a quelques grands opérateurs traditionnels comme Total, qui est présent depuis très longtemps, ou Easivia EDF, même si c'est une start-up de EDF, c'est quand même EDF derrière. Mais on a eu beaucoup de start-up qui ont levé pas mal d'argent, qui se développent, comme... Voilà, un seul exemple, mais il y en a beaucoup, qui est Electra, par exemple, qui n'existe que depuis 3 ans, finalement, et qui vraiment ont structuré parce que c'est une approche totalement différente et qui vient compléter l'approche des grands réseaux habituels comme Total. Et on essaye d'accompagner un peu tout le monde. Enfin, Total n'a pas besoin de nous parce qu'ils ont les moyens d'investir, mais beaucoup d'autres, ça permet de co-investir et d'accélérer encore le déploiement. Il y a 4-5 ans, on parlait beaucoup des régions qui s'étaient organisées entre elles. Il y avait même des régions françaises avec des régions allemandes qui faisaient des corridors électriques. On pouvait se recharger, je dis n'importe quoi, depuis Strasbourg jusqu'à Berlin. C'est des choses qui aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus d'actualité, ces grands corridors électriques. C'est fait à l'époque, il y avait très peu de véhicules et donc très peu d'investisseurs dans les bornes. Et donc il fallait vraiment de l'initiative pour équiper des endroits où on ne savait pas si les gens allaient passer ou pas. Mais aujourd'hui, comme on dit, ça a été pris à bras-le-corps par les autorités pour obliger finalement toutes les autoroutes concédées à faire des appels d'offres pour les sous-concessions pour équiper toutes les stations-service électriques. Donc aujourd'hui, sur tous les grands itinéraires en France, on a à chaque station-service des réseaux de recharge rapide. Maintenant, il va falloir le densifier pour anticiper la demande, ne pas avoir trop de congestion, peut-être renforcer certaines zones, aller regarder un peu plus sur le réseau non concédé où il peut y avoir des manques. Il reste encore des zones peut-être un peu sous-équipées. Il n'en a plus besoin de cette approche corridor. Le pas est pris. Voilà, on est passé à l'étape suivante. Ça, c'était vraiment les pionniers, ça. Et heureusement qu'ils ont été là. Ça a été, alors je sais pas, et certains ont eu beaucoup de mal. Le réseau EDF, Easivia qui avait développé ça, il y a beaucoup de bornes où il n'y avait jamais personne. Donc voilà, ils ont quand même essuyé les plâtres, mais ça a permis de démarrer la filière. Mais aujourd'hui, on est passé à l'étape suivante. Et à l'autre bout de la chaîne, est-ce il serait opportun d'avoir une borne de recharge dans une station-service traditionnelle ou à côté des autres énergies, ou c'est à mettre à part Je pense qu'il y a un peu de tous les modèles. La grande différence, c'est que sur la station traditionnelle, on passe, ça prend 5 minutes pour faire le plein. Après, ça prend un peu de temps pour aller le payer, mais c'est très rapide. Sur la borne de recharge, même rapide, voire très rapide, c'est quand même, il faut compter une demi-heure, tout compris, minimum, et on est plutôt sur 1 heure, très souvent, pour faire l'équivalent d'un plein. Sur une voiture qui a un peu de puissance, pas une petite voiture. Et même, donc, il va falloir démultiplier les points par rapport à des stations-service. Les stations-service qui ont du foncier, parce que ces points, ça veut dire aussi du foncier, pouvoir se garer devant la borne, se brancher dessus. Donc, celles qui ont, très bien, elles vont continuer à le faire. Ce que fait Total, notamment, c'est parfait. Sur les stations d'autoroute dont je parlais, il y a de la place. Ce n'est pas exactement à la station d'autoroute, mais c'est bien en lien. Total va aussi convertir parfois certaines stations pour les mettre toutes électriques. Bon, je vous donne cet exemple parce qu'il est assez connu. Mais ça ne suffit pas. Là, ça ne suffit pas. Normalement, elles sont situées aux bons endroits pour les gens qui ont besoin de faire des pleins. Mais les comportements vont différer parce que quand on a refait le plein chez soi chaque soir, on n'a pas forcément besoin, aux sorties du bureau, de passer par la station de la Défense avant de rentrer à la maison. Donc voilà, les comportements vont différer. Et aujourd'hui, on n'est pas certain de là où il y en aura besoin. Donc la densification va dépendre en fait de la réalité de la demande progressivement. Alors, une question qui dépasse les simples infrastructures, mais qui est complètement liée, avec ce développement des bornes de recharge, quelle que soit leur puissance, etc. Est-ce qu'on aura de quoi, question de Béotien, là aussi, de quoi fournir
l'énergie électrique pour alimenter tout ça? Alors, les grands experts, enfin ceux qui font les plus de prévisions, notamment RTE, considèrent que ça reste pas un élément majeur de la demande électrique. C'est-à-dire, à l'horizon 15-20 ans, on est peut-être à maximum 10% de la demande. Alors, c'est toujours ça en plus, mais plutôt moins. La question, ça va être pas tellement la capacité totale en électricité de recharger. Ça va être surtout où est-ce qu'on recharge, Gérer, oui. comment on le fait dans le temps. C'est-à-dire si tout le monde se recharge le soir à 8h du soir, ça fait une pointe. Déjà que tout le monde se chauffe et fait son repas et met de la lumière à cette heure-là. Donc voilà, faut éviter l'hyperpointe. Si on arrive à décaler pour que tout le monde se recharge la nuit, bon, c'est la question de l'articulation avec les énergies renouvelables qui peut poser une vraie question. Mais il y a quand même beaucoup moins de demandes. En France, en tout cas, on a beaucoup d'énergie décarbonée nucléaire. Qui a moins de demandes la nuit, donc c'est parfait, au contraire, ça équilibre l'ensemble, plutôt qu'avoir des prix très 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 bas, comme on a eu parfois des prix négatifs dans certaines périodes sur l'électricité la nuit, alors que le jour ça pouvait être très cher. Donc c'est un outil d'étalement, mais il va falloir bien piloter cette recharge pour l'étalement. Après, en termes de puissance, on peut avoir des enjeux ponctuels au niveau géographique, des zones moins bien desservies, un peu à l'extrémité des réseaux, où s'il y a une augmentation forte de la demande. Donc ça va être plutôt territorialement où on va avoir besoin de renforcement de réseau et d'investissement. De façon globale, il est estimé que c'est pas on saura faire face, c'est toujours un peu plus, mais ça peut être un outil. Après, avec des outils à terme, mais qui ne sont pas encore développés, même de véhicules to grid, c'est-à-dire de se servir finalement pour éviter des conjections ponctuelles pour décharger. Mais il faudra déjà, c'est pour dans pas mal d'années, parce qu'il faudra qu'on ait quand même un parc suffisant et des moyens de piloter suffisamment performants. Mais voilà, c'est pas en niveau macro en tout cas, ça devrait pas être. Enfin, c'est mon analyse après. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout et qu'il y aura sûrement des obstacles et des avancées qui vont être en marche d'escalier plutôt qu'en linéaire vers la mobilité électrique massive. Alors, en préparant l'émission, vous évoquiez, en regardant justement tous ces cas de figure, vous évoquiez l'éventuelle création de recharge mobile qu'on déplacerait en fonction des besoins. C'est quelque chose qui existe déjà, que vous suivez, que vous allez aider à financer, ou c'est vraiment du ponctuel? Comme je disais, on ne pouvait pas imaginer il y a 4 ans d'être là où on en est, d'avoir des gros investissements dans les recharges. À l'époque, c'était plutôt des subventions publiques pour avoir des recharges. Il n'y avait pas de recharge rapide, il n'y avait pas de véhicules non plus. Donc on est au tout début de l'histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de zones, par exemple sur les autoroutes, où on a à la fois des demandes qui peuvent être très saisonnières, voire vraiment des pics sur quelques jours, une obligation de qualité de service, c'est-à-dire avoir beaucoup de monde qui fait la queue sur une station d'essence, comme on passe vite quand même, ça reste acceptable. Si on bascule sur le même nombre de véhicules en attente devant des bornes de recharge électrique, on passe une demi-journée pour pouvoir se recharger. Donc en termes de qualité de service, on est quasiment contraint de surdimensionner à une hyperpointe qui fait que l'investissement est totalement surdimensionné le reste du temps, que ce soit à la fois pour le réseau électrique qui doit l'alimenter, et puis pour les investissements dans les bornes elles-mêmes, etc. Donc il va falloir trouver des solutions. Et parmi les solutions, c'est de pouvoir amener des bornes en plus avec du stockage électrique qu'on aura rechargé ou la nuit ou ailleurs au moment des pointes, pour que ça soit utile à ce moment-là. Et puis aller dire, il y a d'autres moments, c'est parce qu'il y a un grand événement, un festival où il y a beaucoup de monde qui vient pendant une semaine, donc à cet endroit-là, on pourra remettre. Et puis il y a des sujets, on aura besoin de bornes électriques l'hiver en montagne et l'été au bord de la mer. Voilà, donc on a tout ce genre d'analyse, c'est devant nous. Il y a des solutions techniques aujourd'hui qui existent, quelques opérateurs qui commencent à regarder. On est aussi au tout début. Donc comment ça va se développer, je ne sais pas, mais je pense qu'on a vraiment besoin de réfléchir à la flexibilité, à prendre des coups d'avance, à tester. Nous, on est là aussi pour ça, d'aller investir dans les premiers écosystèmes émergents sur un type de techno, une fois qu'elle est... on ne peut prendre pas le risque technologique, mais plutôt le risque de déploiement initial, pour voir qu'est-ce qui va marcher, comment ça va fonctionner. Il y a beaucoup de choses devant nous là-dessus. Alors, parmi toutes ces possibilités, cette palette de possibilités, si vous aviez aujourd'hui, on vous donne le pouvoir de décider ce vers quoi il faut aller, ce serait quoi la priorité si c'est possible d'en déterminer une? Il va falloir pour moi, il y a plusieurs sujets aujourd'hui devant nous. Il y a un sujet de coordination des différents acteurs, parce qu'on a fait des schémas directeurs IRVE, mais il y a des acteurs privés qui viennent, qui ne sont pas forcément inclus. Donc voilà, être capable d'avoir une gouvernance un peu collective
et pas séparer ce qui est de l'initiative publique de ce qui est de l'initiative privée. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Il y a un enjeu de se dire il faut absolument que tout le monde ait une solution de recharge résidentielle sur son parking quand il en a un, par rapport à des bornes publiques qui doivent être pas chères. Le but, c'est pas, on ne parle pas de recharge rapide, on parle d'une recharge lente, mais qui permettent, résidentielle, qui permettent de se recharger pour pas cher à la nuit, et le lendemain, j'ai fait mon plein au moins une fois de temps en temps, pas forcément tous les jours. Donc ça, c'est un deuxième axe qui me paraît assez essentiel sur les bornes, je dirais, et puis d'anticiper toujours la flexibilité et comment on va pouvoir faire face à cette demande, pas se retrouver en retard et arriver à convaincre tout le monde que l'autonomie n'est plus un problème et que ça fonctionne bien. Et peut-être un dernier point, c'est d'arriver à faire une interopérabilité totale entre tous, c'est-à-dire que les gens ne se posent pas de questions. Quand ils arrivent à un endroit, ils ont une carte, ils payent avec, ils n'ont pas besoin d'avoir 50 cartes ou de se dire je ne sais pas comment je vais payer. Carte bleue, par exemple, et pouvoir payer partout. Avec. Voilà. Et puis le nouvel enjeu qui arrive, je sais pas, ça va être tout ce qui est le sujet du poids lourd électrique, parce que là, on est au tout début de la réflexion. Et donc là, alors, est-ce que c'est pas, quelque part, je fais exprès de faire de la provocation, une hérésie de vouloir, je dis, mettre un 44 tonnes en électrique, je prends le poids le plus élevé, c'est-à-dire que dans le camion, il y aura 6 tonnes de batterie. Donc, où est-ce qu'il faut... Il ne faut pas, à ce moment-là, passer à un sujet qu'on verra dans une autre émission, qui sera l'hydrogène. Aujourd'hui, sur le concept, on se dit que l'hydrogène, ça permet quand même effectivement de transporter des quantités plus importantes, par rapport à de la batterie et de façon plus efficace. Mais l'hydrogène est intrinsèquement moins efficace puisqu'il faut à peu près 2 à 3 fois plus d'électricité pour sortir la même quantité d'électricité. Et par contre, l'électrique est en avance aujourd'hui, est passé en phase vraiment industrielle de masse. Et on voit les méga-usines de batteries qui arrivent, etc. Donc, alors qu'on n'est pas du tout. On est encore au tout début de l'histoire sur l'hydrogène. Il n'y a quasiment pas de véhicules. Et donc aujourd'hui, la technologie avance beaucoup plus vite sur l'électrique. Et donc la frontière qu'on voyait théorique un peu entre l'hydrogène et l'électrique est en train de remonter fortement. Il y a de plus en plus de cas d'usage où le camion électrique paraît relativement adapté. Mais on est encore loin, très franchement, sur toutes ces technos. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, la seule techno vraiment verte et à peu près rentable, sur pas mal d'usages, c'est le biogaz. Mais on sait qu'on n'aura sans doute pas de biogaz durablement en quantité suffisante pour remplacer. Donc les e-fuels sont des coûts extrêmement élevés et avec des ressources qui seront sans doute limitées. Donc il faudra plutôt concentrer sur l'aviation, voire le maritime, où là, il n'y a vraiment pas d'alternative. Donc voilà, il va falloir trouver les équilibres. Nous, on est assez agnostiques, on investit dans l'hydrogène comme dans l'électrique. Je ne sais pas trop où se trouvera les frontières. Sur ce sujet, là, on commence à parler, même au niveau européen, de captation et de stockage du CO2, pour pouvoir après, avec l'hydrogène, faire des carburants de synthèse. Donc, mais bon, l'hydrogène, il faudra qu'il soit vert, etc. Enfin, il y a une équation de coût qui est dramatique. Donc, quand on est dans la sphère privée, on peut faire des arbitrages. Dans la sphère individuelle, on peut faire des arbitrages. Un peu. Qu'on ne peut pas faire dans la sphère privée, si c'est pour augmenter ses coûts globaux de production de quelque chose, parce que le coût de transport est beaucoup plus élevé. Si le voisin ne le fait pas, on est tout de suite... Donc voilà, l'histoire est à écrire sur le poids lourd. On est au tout début, mais commence à arriver des camions. Les constructeurs commencent à mettre sur le marché des véhicules, encore chers, mais voilà, il faut absolument pouvoir accompagner... fortement le démarrage de ces filières. On voit ce qui n'est pas forcément encore totalement le cas. Et vous diriez, on arrive quasiment au bout de cette interview, par rapport aux autres pays européens, vous diriez la France est en avance, à peu près de façon... elle est bien, ou alors on a pris du retard et sur quoi je dirais que historiquement, le Benelux, la Hollande notamment, était très en avance. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on a beaucoup rattrapé notre retard. On a un écosystème qui se développe très bien sur les réseaux de bornes de recharge. Les constructeurs se sont fait un peu tirer l'oreille, mais maintenant ont basculé complètement. Et on a l'arrivée de vrais véhicules électriques conçus à la base comme étant électriques et pas une adaptation d'une plateforme thermique.
qui fait qu'on va réduire vraiment les coûts, on change vraiment en mode industriel. Donc, je trouve, moi, qu'en France, on a aujourd'hui, en tout cas sur le véhicule léger, on est en retard sur le poids lourd, sans doute, et sur même les incentives qu'on peut avoir sur le poids lourd. Je n'aime pas le terme anglais, mais il parle bien. On a peut-être du retard sur le poids lourd et sur les outils qu'on met à disposition du privé pour arriver à basculer sur des flottes de poids lourds vertes, que ce soit hydrogène ou électrique. Bon, je trouve que sur le véhicule électrique, on est plutôt bien. Et le fait qu'on ait gardé, nos centrales et qu'on les a entretenues et qu'on relance un plan, alors qu'il ne va pas arriver tout de suite, mais de nouveaux réacteurs par rapport à d'autres pays. Au moins, objectivement, si c'est de l'électricité fabriquée en France, en moyenne, elle est beaucoup plus décarbonée que dans d'autres pays. Du coup, le gain CO2 de l'électrique est plus consistant aujourd'hui. Donc, on a un bon système. Il faut vraiment surtout qu'on ne ralentisse pas l'aide en se disant ça y est, c'est parti, on n'a plus besoin d'aider le bonus. Là, ce qui se passe en Allemagne avec un arrêt brutal du bonus écologique pour les véhicules, ça pourrait être dramatique pour la filière en Allemagne, parce que c'est quand même encore on a encore besoin de ces aides pour que le véhicule soit compétitif et convaincre les utilisateurs. Donc, je dirais non. Moi, je pense qu'on est plutôt bien en France. Mais l'effort n'en est qu'au début. Il ne faut surtout pas ralentir. Alors, on arrive au terme de ce rendez-vous. Un grand merci à notre invité du jour. Merci Gauthier Chatelut. Donc, je répète, vous êtes directeur adjoint infrastructure et mobilité au sein de la Banque des Territoires. Notez que cette émission, cet enregistrement fait partie d'une série. Le prochain épisode abordera la question des stations hydrogène. Merci également à nos auditeurs et spectateurs, comme à ceux de la Banque des Territoires, qui pourront aussi visionner cette interview. Merci de nous suivre sur ANews Mobility. À très vite donc avec la Banque des Territoires pour les 2 autres épisodes qui vont être complétés par une autre grande interview. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.